Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Bonjour mon cher Thomas Binet. Bonjour Maxime. Comme chaque dimanche matin après la matinale, on vous retrouve pour oser entreprendre notamment au programme ce matin. Eh bien je vais vous raconter l'histoire de la marque Andros, c'est de la confiture mais pas seulement. Et puis on va parler automobile de prestige, levée de fonds et comment ne pas parler d'ailleurs entrepreneuriat avec notre invité, car nous recevons Laurent Tapie, président de Delage Automobile, et puis Alexandre Lacharme, notre consultant entrepreneurial qui va nous parler de l'échec et si l'échec était la recette de la réussite. Ecorezo Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Et précisément, mon cher Thomas Binet, en ce dimanche matin, je pense à ceux qui sont encore autour de leur petit déjeuner, qui vont peut-être se tolérer une petite compote. Et on ouvre cet oser entreprendre avec cela, précisément, à cette marque qui sent bon les vergers, les confitures maison, mais qui cache surtout une puissance industrielle totalement insoupçonnée. C'est Andros. Racontez-nous tout ça. L'histoire, Maxime, démarre dans le Lot, à Biars-sur-Cère, juste après-guerre. Nous sommes en 1959 et la famille Gervoson, alors négociant en fruits, décide de ne plus seulement vendre, mais de transformer. Le pari, valoriser les fruits invendus en les cuisinant. Résultat, une confiture artisanale mais qui fait un carton. Le nom Andros vient d'un petit village grec, mais c'est bien au cœur du sud-ouest que l'aventure prend racine. Et c'est précisément cette petite entreprise de famille qui va devenir clairement un géant, non ? Absolument, et l'envol commence dans les années 70 où Andros innove avec ses premiers yaourts aux fruits, puis avec ses desserts lactés et compotes individuelles. Mais surtout, la marque se développe en gardant le cap. Naturalité, goût, circuit court, le tout avec un marketing minimaliste. Peu de pub, mais un bouche à oreille redoutable. Et derrière Andros, il y a aussi Bonne Maman, qu'on connaît bien, sa marque sœur de confiture premium, aujourd'hui adorée dans le monde entier. Mais aujourd'hui, précisément, pour la marque Andros, ils en sont où ? Alors, Andros, c'est un groupe alimentaire majeur, toujours indépendant, toujours familial, avec près de 5000 salariés dans le monde. Il est présent dans plus de 100 pays et multiplie les engagements responsables, suppression d'huile de palme, développement de produits végétaux, emballage recyclable. En 2024, d'ailleurs, Andros a continué d'innover avec ses gammes bio et des recettes allégées en sucre, tout en soutenant activement l'agriculture française. Une entreprise discrète mais solide qui prouve qu'on peut croître en gardant ses racines bien ancrées dans la terre et dans les fruits. C'est ça, le secret de la réussite. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Et mon cher Thomas, en ce dimanche matin, nous sommes avec Laurent Tapie. C'est le président de Delage Automobile, l'une des marques les plus emblématiques du XXe siècle et qui fait un pari un peu fou. Ce pari-là, c'est le pari de l'avenir, c'est le pari de la modernité, avec notamment sa première hypercar, c'est la Delage D12. Et pas seulement. Mais on va en parler avec vous, Laurent Tapie. D'abord, on va commencer par l'histoire de Delage, si vous le permettez, et vous m'arrêtez et vous corrigez mon propos s'il est inexact. L'histoire de Delage commence en 1905. Des titres de champion du monde en Grand Prix, une victoire à Indianapolis, et tout s'arrête en 1953. Il va falloir attendre 2019 avec votre arrivée pour une relance totale de la marque Delage. Pourquoi avoir fait le choix de reprendre Delage ? Parce que c'était, avec Bugatti, la plus belle marque automobile de l'histoire française, et que Bugatti n'était pas disponible. Elle a été successivement, avec succès, reprise par Volkswagen. Aujourd'hui, c'est le numéro 1 mondial du marché des hypercars, donc ces voitures qu'on vend au-dessus du million d'euros. Voilà, donc Bugatti est en prise. Je me suis intéressé à Delage, et clairement, oui, après Bugatti, c'est la plus belle marque de l'histoire française, et je suis très heureux que les anciens propriétaires aient accepté de me la confier. Alors c'est une marque forte, c'est une marque connue, forte notoriété, comme on peut dire dans le jargon. C'est la même recette que votre père utilisait. J'en prends pour exemple quand il reprend Adidas, c'est la 4e marque la plus connue au monde. Évidemment, il avait pris la Hitler, d'autres marques étaient aussi très connues. Est-ce que vous avez appliqué quelque part un peu au-delà de l'intérêt de l'automobile, le même raisonnement sur la marque ? Oui, vous savez, je crois que le raisonnement des affaires, de manière générale, il est un peu le même. Qu'il s'agisse de faire une reprise, un spin-off, une start-up, toutes les affaires doivent se réfléchir et se gérer, je pense, avec les mêmes recettes. Évidemment, j'ai eu un très bon professeur en observant mon père, mais lui reprenait des sociétés qui étaient en difficulté, mais qui étaient actives. Là, il n'y avait plus rien. Là, j'ai repris un nom, un logo. Il restait strictement rien, puisque en 70 ans d'inactivité, il n'y avait plus rien à reprendre. Mais il y avait cette histoire riche, magnifique, et ça, c'est un actif qu'on ne peut pas remplacer. Alors, vous avez donc lancé, Maxime le disait en lancement,
un hypercar de la Delage D12, conçu comme une Formule 1 et homologué pour la route et inspiré des technologies de la Formule 1. Vous l'avez conçu d'ailleurs avec le concours du champion du monde 1997, Jacques Villeneuve. Vous en avez vendu déjà plusieurs unités, dont une à Tony Parker, qu'on avait pu voir dans une émission de télévision. Sachant que chaque modèle va à peu près 2 millions d'euros hors taxe, on est d'accord, et hors option. Exactement. Et hors option. Le challenge, il est en passe d'être réussi. Oui, on est en résultat d'exploitation positif depuis la 3e année consécutive. Ouais. Et maintenant qu'on est un constructeur à part entière, puisqu'on a notre manufacture en production, comme les équipes de Turbo ont pu le montrer avec cette émission dédiée à Delage au mois de juin, je fais une levée de fonds importante pour nous permettre de faire croître nos moyens marketing, d'avoir des voitures que je puisse exposer un peu partout dans le monde, puisqu'aujourd'hui c'est ma seule faiblesse. J'ai une seule voiture qui est mon prototype et les voitures des clients que je fabrique. Mais donc un seul véhicule qui nous appartient, c'est trop limité. On rate 90% des événements auxquels il faut être présent, alors que je voudrais être présent dans 90% de ces événements. Voilà, donc le but de ma levée de fonds, c'est de pouvoir fabriquer des voitures d'avance. Et puis on est en train de travailler sur le 2e modèle, très différent, qui va s'appeler la Torpille 100A. J'ai annoncé ça au Salon de Paris en octobre dernier, et qui, comme son aïeul, la Torpille de 1924, cherchera à établir un nouveau record du monde de vitesse. Alors, je voudrais rester un instant sur la levée de fonds, si vous le permettez, parce que vous avez effectivement lancé cette levée de fonds d'un montant de 3 millions d'euros, sachant que déjà 2 500 000 euros ont été souscrits, donc il va rester 500 000, tout le monde aura fait le calcul avant moi. C'est déjà un succès, évidemment. Pour ceux qui nous écoutent, il faut bien savoir que dans votre capital, il y a des grands capitaines d'industrie, il y a des fortunes, mais il y a aussi monsieur et madame tout le monde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui... Pas encore, justement. Alors, c'est ça. On peut alors d'abord, souscrire à 3 millions, c'est une petite levée, parce qu'à l'échelle du projet, on a mis beaucoup plus que ça jusqu'à maintenant, et on va lever beaucoup plus que ça. C'est une petite levée qui permet de fixer notre valorisation, parce que la dernière était il y a 2 ans, et elle double encore par rapport à il y a 2 ans. Celle d'il y a 2 ans avait triplé par rapport à celle d'il y a 4 ans. Donc, avant de faire une grosse levée, c'est important de fixer un curseur, une valorisation de référence. Donc, c'est le but de cette petite levée de 3 millions. Et comme vous le dites, il y en a 2,5 qui ont été immédiatement souscrits en moins de 10 jours par mes actionnaires historiques, les grands capitaines d'industrie que vous citez, et d'autres qui sont moins connus, mais qui sont très riches aussi. Bon. Mais je trouvais que c'était l'occasion, maintenant que le dossier est quand même largement dérisqué, comme on dit, puisqu'on a franchi toutes les étapes compliquées. Le plus dur, c'est de partir d'une feuille blanche comme j'étais il y a 6 ans, et d'arriver là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir une voiture, une usine en production, des clients qui sont livrés. Tout ça, c'était très compliqué. Maintenant que c'est fait, je voudrais fédérer autour de ce projet des ambassadeurs, des gens enthousiastes et qui n'ont pas forcément la fortune des Niel ou des Pinot. Donc jusqu'à maintenant, on n'est que 20 actionnaires et qui sont tous des gens très riches. Je suis le moins fortuné de tous, mais je suis le majoritaire quand même. Et je voudrais offrir la possibilité à des gens que ce projet passionne comme nous de nous rejoindre, voilà, avec des tickets modestes. Alors c'est pas du crowdfunding, on peut pas devenir actionnaire d'une marque de luxe comme Delage avec 100 €. Il faudra mettre quand même un peu plus que ça. Mais voilà, d'ouvrir le capital à des gens qui seront demain les ambassadeurs de la marque et qui la feront rayonner, parce qu'il faut reconstruire la notoriété de cette marque. Alors, en vous écoutant, on entend aussi la gêne de l'entrepreneur, c'est-à-dire votre père derrière. Je voudrais revenir sur un peu votre parcours, si vous le permettez, pour qu'on vous connaisse un peu mieux, pour nos auditeurs et nos auditrices de ce dimanche matin. Parce que vous n'êtes pas à votre premier coup d'essai entrepreneurial, Laurent Tapie. Vous avez commencé par aller dans les paris sportifs, ensuite vous avez racheté des sociétés de courtage en crédit, après une création d'entreprise avec d'autres dans l'achat et la revente d'or. C'est un besoin de vivre plusieurs vies. En l'occurrence, ça me fait penser un peu à votre père qui disait que pour réussir sa vie, il en avait d'ailleurs fait une chanson, c'est des années 85, avec Didier Barbelivien, c'était son réussir sa vie. Pour réussir sa vie, il faut en avoir plusieurs. Faut que chacun fasse ce pourquoi il est fait, en fait. La première des qualités, c'est de se connaître soi-même. Il y a des gens qui sont extrêmement heureux avec... on va dire une vie. Moi, ma belle-mère, par exemple, était professeure. Elle a adoré son métier de prof. Elle voulait rien faire d'autre que d'enseigner. Bon, il se trouve que j'ai un peu la même génétique que mon père et que nous, effectivement, on aime bien être actifs dans plusieurs domaines. Et voilà, donc comme c'est notre tendance, j'ai suivi cette tendance moi-même. Et c'est vrai que j'ai fait 10 sociétés dans des domaines très différents. Et je continuerai à le faire. Mais à la différence que Delage, celle-là, c'est pas une société que je fais pour la céder. Je suis tellement heureux de faire ma passion, parce que je suis passionné d'automobile. Donc là, c'est la première fois que j'entreprends dans ma passion. Donc un jour, les minoritaires sortiront. Mais moi, en tant qu'actionnaire majoritaire, j'entends rester tant que Dieu me prêtera vie, quoi.
Je voudrais revenir sur un élément qui est évoqué dans un livre que je montre à la caméra, dans lequel vous avez contribué, puisqu'un chapitre qui vous est dédié, écrit par Philippe Spanghero, qu'on connaît bien dans cette maison, parce qu'il est également animateur, chroniqueur sur Sud Radio. C'est l'affaire Adidas, c'est l'affaire Crédit Lyonnais. Je vous cite, « J'ai dit à mon père, papa, tu ne gagneras jamais, l'État est éternel et toi, tu ne l'es pas. » Aujourd'hui, votre ambition, si j'ai bien lu ce que vous avez donné comme interview quelque part à Philippe Spanghero, c'est vous voulez remettre en ligne le site d'information sur l'affaire Tapie afin que toute la vérité soit faite et que vous puissiez redorer au passage l'image de votre père. Alors, on comprend la conséquence et l'intérêt de la démarche. Déjà, j'ai une question à vous poser. Pourquoi c'est plus en ligne ? En fait, je l'ai lancé il y a longtemps, ce site qui s'appelait affaire-tapie.info. Il a été hacké systématiquement. C'est-à-dire que dès que je le mettais en ligne, il y avait... je ne sais pas comment, des actions qui étaient faites par je ne sais qui faisaient qu'il ne restait pas en ligne. Bon, après, je suis passé à autre chose, je m'en suis plus occupé, pour être honnête, et j'ai malheureusement pas le temps de le remettre à jour comme je le voudrais, mais je le ferai. Alors, dernière question, en un mot, parce que ça va être la chronique qui va vous suivre. Est-ce qu'il faut échouer pour réussir, Laurent Tapie ? Ça aide, absolument. On apprend dans l'échec, c'est quelque chose, malheureusement, qui n'est pas dans la culture française, qui est très présent dans la culture américaine, c'est-à-dire que les fonds d'investissement américains, quand ils reçoivent des investisseurs qui viennent leur présenter, leur pitcher, comme on dit en anglais, leur projet, souvent ils regardent le parcours et ils aiment voir dans le parcours qu'il y a eu 1 ou 2 échecs parce qu'ils se disent que la personne ne refera pas les mêmes erreurs. Et c'est exact. En France, on a un peu tendance à ne pas pardonner l'échec. Donc moi, je l'ai connu, comme beaucoup d'autres entrepreneurs, et j'en ai retiré les leçons. Ça m'a servi, je pense. Merci à vous. C'est la clé. Merci beaucoup Laurent Tapie d'être passé du côté de Sud Radio et d'oser entreprendre ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de Delage Automobile avec un très beau projet, on l'a compris. Sud Radio, oser entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et on finit justement, mon cher Thomas, sur oser entreprendre avec cette chronique. Nous sommes avec Alexandre Lacharme, serial entrepreneur, business angel et consultant entrepreneurial pour cette émission. Et vous allez, Thomas, avec Alexandre, nous parler justement de ce qu'on vient d'aborder avec Laurent Tapie, à savoir l'importance de l'échec dans une carrière. Oui, on va y donner un petit prolongement, et c'est vrai, parce qu'on glorifie souvent la réussite, vous l'avez dit, Laurent Tapie, les levées de fonds, les belles histoires. Mais Alexandre, pourquoi l'échec mérite-t-il autant notre attention ? Parce que Thomas, l'échec fait partie intégrante du parcours entrepreneurial. C'est même l'un de ses piliers cachés. Quand on observe les grands entrepreneurs, on se rend compte qu'ils ont échoué bien plus souvent qu'ils n'ont réussi. La différence, c'est qu'ils ont su transformer chaque échec en apprentissage, en expérience accumulée. C'est presque un passage obligé finalement. Oui, mais pourtant en France, l'échec a toujours une connotation très négative du coup. C'est vrai. Dans certaines cultures, comme aux États-Unis, on l'a évoqué précédemment, l'échec est presque un badge d'honneur, un passage obligé, un rite de passage. Il prouve qu'on a osé, qu'on a tenté. En France, il reste trop souvent associé à une faute, à un stigmate. On en a honte parfois. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'innovation sans essai, sans itération, et donc pas d'essai sans risque d'échec. Alors, si on revient au présent, au moment que nous vivons, que doit retenir un entrepreneur qui vit un échec au moment où nous parlons ? Eh bien, Thomas, il doit retenir qu'il ne s'agit pas d'une fin, mais d'une étape simplement. Un échec, c'est une transformation, une information précieuse sur ce qui ne fonctionne pas. C'est l'occasion de réajuster, de se remettre en question, d'améliorer son projet. Et surtout de développer une résilience qui fera la différence à long terme. Dans le fond, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est au contraire souvent son chemin le plus sûr. D'ailleurs, l'entrepreneur français milliardaire Xavier Niel en témoigne lui-même. Il reconnaît au fil des interviews, je le cite, être le mec qui se plante le plus. C'est ce qu'il a dit, plusieurs fois d'ailleurs. Pourtant, à en voir l'ampleur de sa réussite, on comprend que l'échec a été pour lui non pas un frein, mais un tremplin. Merci à vous. Et je citerai également, pour conclure merveilleusement cette chronique, une anecdote un jour glissée par l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, sur l'échec, à savoir, moi, si vous me regardez, il m'a fallu quand même quelques gros échecs pour avoir quelques petites réussites. Ça vient conclure tout ça. Thomas, on vous retrouve dans un instant pour Oser investir. À tout de suite. Sud Radio, oser entreprendre, Thomas Binet.